Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Bienvenue dans le premier cabaret politique de l'histoire mondiale. Et ça n'a pas encore commencé. Donc bienvenue dans le partage, bienvenue dans la réflexion, dans l'envie de faire avancer les choses sur la question scolaire. Bienvenue à la soirée de lancement du livre « À la recherche des profs perdus » aux éditions de l'Aube. Donc avec nous ce soir, les plus grandes stars de l'éducation, des historiennes, pédagogues, penseurs, et aussi les stars des salles de classe, les profs. Les gens qui pensent l'école, celles et ceux qui font l'école au quotidien et qui bien souvent font les deux à la fois. Et je commence dès maintenant par vous présenter nos invités de ce soir, et je l'appelle à me rejoindre sur scène, historienne, spécialisée des questions éducatives et autrice de la monumentale Histoire populaire de France, Laurence Decoq. Et on continue. Elle est professeure des écoles. Elle est l'institutrice à demi de la classe de CE2 et à l'autre demi de la petite section de maternelle à l'école primaire de Val-de-Fontenay, Aurélie Delpech. Le directeur de l'école élémentaire Paul Bréjat à Houille dans les Yvelines, Monsieur Camille Martin. Le psychopédagogue, spécialiste des enfants qui refusent d'apprendre, qui les sauve grâce à ses histoires dans les écoles de France, de Suisse et de Navarre, Monsieur Serge Boimard. Et enfin, le chercheur en sciences de l'éducation, essayiste, homme politique, et je ne sais pas s'il ne nous cache pas quelques autres talents, j'ai nommé l'immense Philippe Mérieux. Alors, on commence la soirée avec notre première invitée, l'historienne Laurence Decoq. Ah oui, prends le micro, ne casse pas les verres. Alors, c'est parti. Donc, avant de commencer, pour poser le sujet rapidement, je voudrais vous donner deux chiffres. C'est 20% et 1000. Donc, qu'est-ce que c'est 20% et 1000 ? Ceux qui ont lu le livre ils connaissent la réponse, mais on va la redonner pour que tout le monde le sache. 20%, c'est le nombre d'enfants qui, selon les études internationales, sortent du collège sans comprendre ce qu'ils lisent. Et 1000, c'est le nombre de postes non pourvus au concours de l'éducation nationale du primaire. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on cherche des profs et chaque année, il en manque 1000. Ces chiffres sont un peu datés. C'est que ça, c'est quand j'ai commencé à écrire. En 2024, ils ont empiré, on est passé à 27% et à 3000 postes non pourvus. Alors, puisqu'on a la chance d'avoir une historienne avec nous, on va pouvoir se pencher dans l'histoire pour voir si la France a déjà connu des situations un peu semblables. Bon alors Laurence, première question, est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que ça commence l'éducation nationale ? Oui, alors l'éducation nationale, c'est un mot de la Révolution française. C'est une formule qui est une belle formule qui signifie que l'éducation relève de la responsabilité de la nation. Donc c'est pas la responsabilité individuelle des familles, mais de la nation. Donc Révolution française 1789, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'école avant. Hein, évidemment, il y a eu plein d'écoles depuis l'Antiquité et puis sous l'Ancien Régime, il y en a eu beaucoup. Mais elles étaient majoritairement aux mains des religieux. Donc, c'est une nouvelle idée qui émerge avec la Révolution. Et il y a une dimension aussi de vouloir amplifier les écoles qu'il y avait avant. Donc, on veut grossir, enfin, on en veut plus, quoi. On veut faire sur toute la France. C'est-à-dire que le plan d'éducation nationale, donc c'est Lepelletier de Saint-Fargeau, c'était un copain de Robespierre, le grand. C'est un plan qui est total. Donc, c'est vraiment l'idée de refondre complètement le système éducatif dans le pays. Alors, évidemment, le plus simple, c'est quand même de partir de l'existant. Et l'existant, il est déjà là. Il y a plein de petites écoles, il y a des collèges. Donc oui, on part de l'existant. L'idée, c'est de le laïciser. Et puis ensuite, évidemment, de construire plein d'autres écoles. Bon, et à l'époque, on était comment au niveau des recrutements ? Alors c'était évidemment un problème. Alors d'abord à l'époque, si on prend la Révolution française, on a quand même un gros souci, c'est que c'est pas comme si c'était un pays extrêmement pacifié.
Donc, il y a des guerres à l'extérieur, il y a des guerres civiles à l'intérieur. Tout ça, ça coûte très cher. Donc, l'éducation n'est pas la priorité. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc, il va y avoir des choses un petit peu spontanées qui vont émerger, mais entre le plan, le Pelletier-Saint-Fargeau et ce qui va être concrètement fait, il y a quasiment rien, tellement ça aurait été trop coûteux. Alors, des enseignants, évidemment, la plupart des enseignants, 90% des enseignants, ce sont des religieux. Ce sont des curés, ce sont des gens des ordres religieux. Et l'idée, au départ, c'est de les laïciser. Mais comme vous le savez, la Révolution française n'a pas été super cool avec l'Église. Donc, ça a été compliqué, cette affaire. On n'a pas eu beaucoup de volontaires, ni pour devenir instit, ni pour laïciser, sortir du corps religieux. Donc, on veut faire un peu national, mais on a du mal à trouver des gens pour remplir les estrades, quoi. C'est un peu ça le problème à l'époque. Voilà, et c'est un problème qui va durer effectivement assez longtemps. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Donc après l'époque de la Révolution, qu'est-ce qui se passe à l'école, quoi? Alors après l'époque de la Révolution, il y a un peu une régression. C'est-à-dire que la Révolution, c'est vraiment le moment où politiquement, quand même, la question du système éducatif, elle est très très importante. L'idée, c'est aussi de pérenniser la Révolution, hein. Pérenniser la Révolution, pérenniser la République, parce que ça ne peut se faire qu'avec des citoyens éclairés. C'est pour ça que la question de l'éducation, elle est fondamentale dans la Révolution française. Mais après la Révolution française, alors je vais le dire très très vite, hein, Napoléon, c'est l'homme de la réconciliation avec l'Église, par exemple, hein. Donc Napoléon, lui, la question de l'éducation, il sait que s'il la remet sur le terrain, il va se fâcher avec l'Église. Donc il s'en éloigne un petit peu. Donc évidemment, c'est le créateur des lycées, mais les lycées, c'est juste de la formation de très hauts fonctionnaires. C'est pas du tout l'école des masses. Donc ça l'intéresse pas en fait, ça. Et petit à petit, le 19e siècle va prendre en considération la question de l'école et surtout la question de la responsabilité de l'État dans la formation intellectuelle des enfants. Voilà. Donc il va y avoir un certain nombre d'étapes que Mathieu retrace très bien dans son livre. Merci. Et qui vont précéder, c'est ça qui est important et c'est ça que tu montres bien dans le livre aussi, qui vont précéder le grand moment de l'école républicaine. Bon, on parle d'une de ces étapes qui est un petit peu importante. Nous, on est de gauche, donc du coup, on n'est pas trop branché monarchie. Mais quand les rois sont revenus après Napoléon, il y a eu un ministre qui a eu une importance dans la construction de l'école. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu en quoi il a apporté quelque chose de nouveau? Tu parles de Guizot? Oui, je parle de Guizot. Putain, le test. Alors, avant Guizot, quand même, il y a une ordonnance très importante, celle de 1816. Vas-y. Parce que c'est une ordonnance, donc on est vraiment sous la Restauration, c'est une ordonnance qui dit en substance, hein, la question de l'école, c'est la responsabilité de la monarchie. Ça va pas faire grand-chose, mais c'est déjà une déclaration d'intention avec un budget qui va être consacré à l'école. Donc c'est pas rien. Et effectivement, Guizot, il est ministre en 1833. Entre-temps, il y a eu la révolution de 1830 qu'on oublie, hein, elle a duré que 3 jours, mais c'est une grande révolution dans l'histoire de France. Et Guizot, c'est un libéral. Et Guizot, vous connaissez sans doute sa formule « enrichissez-vous ». Hein. Bon, voilà. Et oui, Guizot l'a prononcé avant d'autres. Donc c'est un libéral. Et l'idée, c'est enrichissez-vous pour pouvoir mériter de voter. Le suffrage était censitaire, hein, et aussi éduquez-vous pour pouvoir avoir suffisamment de savoir pour voter bien, en fait, hein, c'est-à-dire pour faire les bons choix, pour faire les choix éclairés. Donc les libéraux, ils sont très très intéressés en fait par la question aussi de l'éducation. Et donc Guizot va être ministre, on appelait ça l'instruction publique à l'époque, hein, donc ils n'avaient pas repris éducation nationale. Éducation nationale, ça va revenir en 1932, il va falloir attendre pas mal de temps. C'est l'instruction publique. Et Guizot va être effectivement le premier ministre à lancer une très très grande enquête, d'ailleurs dont tu parles dans ton livre aussi, qui est une enquête super intéressante parce qu'en plus vous pouvez trouver en ligne, vous pouvez lire en fait des rapports d'inspection qu'on a des inspecteurs qui font tout, qui sillonnent tout le pays, les villages, etc. Puis ils vont regarder ce qui se passe dans les écoles, comment ça se passe, etc. Et donc voilà, Guizot est quelqu'un qui va prendre le pouls du terrain et qui va avoir une vraie volonté de créer une administration. Donc une vraie école, un début en tout cas, d'école publique.
Donc c'est ça, voilà. Donc Guizot, c'est le premier à bâtir vraiment une structure sur laquelle, aujourd'hui, on continue à monter des étages. Et s'il a réussi à faire ça, c'est parce qu'il a réussi à convaincre le roi qu'il avait tout intérêt à ce que les gens s'éduquent pour défendre au final un régime. À l'époque, c'était la monarchie, mais après, il y en a d'autres qui vont reprendre ce coup-là. Bon, est-ce que ça règle le problème des recrutements ou pas, le coup de Guizot ? Non, ça règle pas le problème des recrutements parce que, en fait, on a toujours le même problème. C'est-à-dire que faut imaginer quand même quand on part de quasiment rien, il faut des écoles pour former des enseignants, il faut des volontaires pour devenir enseignant. Le métier d'enseignant, il n'est pas du tout attractif. Ça aussi, c'est un invariant de l'histoire. Donc, il n'est pas du tout attractif. D'abord, les instituts sont très mal payés. Ils sont payés par une petite contribution des familles et puis parfois par des compensations de la mairie. Et puis, on est encore dans le même problème, c'est-à-dire que la majorité sont encore des religieux. Et puis, on est aussi quand même à un moment où l'ensemble du territoire n'est pas entièrement contrôlé par l'État. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc, vous avez des villages dans lesquels il y a des écoles. Certaines ont été spontanées. Il y a un curé de village qui s'est dit, tiens, je vais ouvrir mon école. Donc, tout ça est extrêmement de briques et de brocs, en fait. Donc, il faut faire un double travail. À la fois un travail d'homogénéisation sur le territoire et un travail ensuite de sensibilisation à la question du métier d'enseignant. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Bon, on continue. Il y en a un qui tente de tout bousculer, Napoléon III. Il arrive, c'est un dictateur, il remet l'autorité en place. Ça fait écho à certains politiques de nos jours qui veulent faire ça. Est-ce que lui, avec sa méthode, il arrive à régler la crise des recrutements ? Non, mais en revanche, il fait un gros travail sur l'homogénéisation dont je parlais, c'est-à-dire le fait de quand même s'atteler à ce que chaque commune ait une école de filles aussi, parce que les écoles de filles, en tout cas pour les communes au-dessus de 800 habitants, c'est la loi Fallou en 1850. Et puis c'est le ministre Duruy, autre grand ministre de l'instruction publique, qui lui va être le premier à travailler notamment sur la question des programmes scolaires. C'est-à-dire qu'il y a à la fois où on apprend, qui apprend, mais qu'est-ce qu'on apprend ? C'est une vraie question. Jusque-là, c'était plutôt pareil, de briques et de broc, on travaille à partir de la Bible, etc. Duruy, par exemple, c'est lui qui va mettre dans l'école, alors moi c'est ce que je connais le mieux, mais l'enseignement de l'histoire-géographie et un petit peu d'éducation civique. Donc c'est pas la Troisième République, c'est Duruy en fait qui met ça dans les écoles, et le même enseignement dans toutes les écoles. Donc vous voyez, on est vraiment dans une logique qui commence à se créer, qui est très très forte encore aujourd'hui en France, d'homogénéisation nationale. Bon, on voit qu'on commence à mettre des petites briques, mais ça monte quand même doucement tout ça, quoi. Et est-ce que il y a un moment où il commence à se passer quelque chose ? Alors peut-être qu'il faut faire un détour, sortir de l'école pour parler un peu de ce qui se passe dans la société. Mais à un moment, il se passe quand même quelque chose, Laurence. On ne va pas rester comme ça, à monter pierre après pierre. Là, il se passe déjà des choses. En fait, il se passe des choses. D'abord, il y a des révolutions quand même. Ça, c'est intéressant. Il y a 1848, et puis là, on arrive quand même à la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est un grand moment de réflexion sur l'école. C'est-à-dire que la Commune de Paris, c'est un moment d'expérimentation quasiment en fait du programme révolutionnaire de 1793 de Lepelletier-Saint-Fargeau. Et Louise Michel, par exemple, elle est institutrice. Et dans les militants politiques révolutionnaires, on a beaucoup d'instituteurs et d'institutrices. Donc, il y a une jeunesse qui est assez fougueuse et qui considère que politiquement, elle a une carte à jouer dans la formation de la jeunesse. Et ça va créer des vocations. Le mot est lâché. Jeunesse. Celui-là, il est important. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, tu as parlé à Paris, mais dans toute la France, qu'est-ce qui se passe dans cette jeunesse ? On est dans quoi ? On est en 1880, là, à ce moment-là, à peu près. Il y a encore... on est dans la Troisième République, mais il faut savoir que la Troisième République, quand elle a commencé, les Républicains, ils ont perdu les élections. Donc, c'est les monarchistes qui étaient au pouvoir et qui attendaient le moment pour pouvoir remettre un roi à la place de la République. Donc là, on est dans cette période-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse ? Et enfin, après, qu'est-ce qui se passe quand les Républicains gagnent les élections ? En fait, il se passe un truc aussi qui est important, qui est que la France a perdu une bataille en 1870 contre la Prusse. Et ça a été une très grosse surprise. C'est ce qui a provoqué la chute de Napoléon III. Tu vas voir pourquoi je repars là. Ça a été une très grosse surprise. Et l'un des éléments d'explication, parce qu'on n'a pas compris comment une si grande armée française a pu se laisser battre par une petite Prusse. L'un des éléments d'explication, ça a été le système scolaire en Prusse. Donc on est allé voir ce qui se passait en Prusse.
Et on a vu qu'il y avait un système scolaire qui était ultra élaboré avec, dans les écoles, en plus, la formation intellectuelle et notamment la formation patriotique, nationaliste. Et ça, les gens qui vont observer ce qui se passe en Prusse, par exemple Ernest Lavis, qui est un historien qui est allé voir ce qui se passe, il revient en France, il dit ça y est, là, il faut en fait refaire complètement l'école et apprendre aux jeunes à devenir des futurs soldats revanchards, qui aiment la nation, qui se sentent français, etc. Et cette impulsion, qui est pas celle des révolutionnaires dont on parlait tout à l'heure, mais qui est une impulsion qui va la rencontrer. Cette impulsion-là, ça va donner aussi vocation à beaucoup de jeunes pour devenir instituteurs, pour devenir ce qu'on va appeler, en réalité c'est pas exactement ça, mais les fameux hussards noirs de la République. En fait, c'est là-dessus qu'ils vont entrer, c'est sur cette cause-là qu'ils vont devenir instituteurs, ce côté de se dire, bon, il faut quand même récupérer l'Alsace et la Lorraine. Bon, ça c'est un peu, j'allais dire, c'est pas anecdotique du tout, hein, dans les toutes premières années de la Troisième République. Mais après, voilà, il faut former la jeunesse pour que la jeunesse se sente française, pour qu'elle se sente légitime d'aller coloniser, et pour qu'elle se sente en fait une forme de mission qui va passer par l'école. Et on voit plein d'indices chez les jeunes à ce moment-là de cet intérêt aussi pour les jeunes, en vrai intérêt pour la République. Il y a les romans de Jules Verne qui sont des cartons. Alors c'est des indices qui sont un peu déconnectés de l'école, mais dans les romans de Jules Verne, les personnages c'est des grands républicains. Ils ont tous une philosophie républicaine. Et donc dans toute la France, on voit dans les jeunes qui ont la vingtaine, même avant, quoi, un intérêt pour cette République qui est, voilà, dont on a envie de République. C'est-à-dire la République, oui, elle s'institutionnalise. En fait, elle s'ancre. L'école va être un vecteur. S'ancre dans le peuple, quoi. Ça devient populaire. Elle s'ancre dans la société, elle s'ancre effectivement dans le peuple. Il y a les médias qui vont jouer un énorme rôle, par exemple. La population, elle est déjà bien alphabétisée. Les médias circulent de plus en plus. L'industrialisation du pays fait que désormais les médias peuvent circuler aussi beaucoup plus rapidement. Les idées circulent. Les rues changent de nom. Les symboles républicains envahissent l'espace. Donc on a vraiment une période où la République, elle s'ancre partout, les Mariannes dans les mairies, etc. Et effectivement, l'école devient ce qu'on peut appeler une forme de creuset républicain, comme l'armée aussi d'ailleurs, va aussi jouer ce rôle-là. Et donc en effet, c'est les jeunes, pas que les jeunes, mais en tout cas voilà, là c'est le lieu où on peut agir. Voilà. Et du coup, les politiques, ils sentent ça. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils en font ? Eh ben, ça va être l'institutionnalisation de l'école gratuite, laïque, obligatoire, par Jules Ferry, mais évidemment pas tout seul. Et donc, cette espèce d'élan où là, véritablement, en fait, on va prendre tout l'existant et on va mettre tout ça au service de l'édification d'un grand projet républicain. Et ça marche. Et les recrutements ? Voilà, ils explosent. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette période-là, c'est qu'en fait, on a des politiques qui sentent dans la jeunesse une envie de République. Et ils font pas l'éducation nationale pour la République, mais ils font presque l'inverse. C'est-à-dire qu'ils disent aux jeunes, vous aimez la République, la façon de la défendre, c'est de rentrer dans l'éducation nationale. Et c'est quand les républicains sentent ce mouvement dans la jeunesse que derrière on a une explosion. Je mets 2 chiffres comme ça, mais on avait 30, 40 000 enseignants à l'époque, et pendant tout le 19e siècle, on dépasse pas 40 000. Et en 5-6 ans, il passe à 100 000. Donc c'est vraiment une explosion que la France a jamais reproduit à ce niveau-là, et c'est ce qui a fait la grande école primaire qu'on connaît aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Laurence, on va continuer la soirée avec Camille. Donc l'héritage des Républicains est arrivé jusqu'à nous, puisqu'avec moi j'ai 2 héritiers, 2 piliers de la grande école républicaine, Camille et Aurélie. Merci d'être là. Donc on commence avec vous Camille. Donc vous êtes directeur d'une école élémentaire et j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu, puisque vous avez suivi un cursus pour faire professeur des écoles, comment on devient professeur des écoles. Alors bonsoir tout le monde. Moi j'ai eu le parcours très classique. J'ai fait après mon bac général une licence d'histoire géo pour à la base devenir professeur d'histoire géo. Et au fur et à mesure des stages, j'ai préféré le public du primaire. Donc après je me suis orienté vers un master d'éducation, un master MEF tout simplement. Et j'ai passé le concours à Montpellier que je n'ai pas eu. Et donc j'ai passé le concours supplémentaire Versailles parce qu'il y a une 2e session qui s'ouvre pour les académies de Versailles et de Créteil. Donc du coup, tu passes un concours par académie et c'est comme ça que ça se passe. Et toi, c'est le parcours absolument normal. Voilà.
Ok. Bon, donc ce que je disais en introduction, c'est qu'il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Et donc, les moyennes que je vous ai données, qui ces dernières années sont montées entre 3 et 4 000, est-ce que tu saurais me dire si c'est dans toutes les académies de France ou si c'est dans des endroits en particulier? De ce que je vois dans l'Académie de Versailles, c'est plutôt la banlieue parisienne d'une manière générale, donc Académie de Créteil et de Versailles. Bon, donc ça c'est important à comprendre, c'est que les postes non pourvus, c'est pas pareil dans toute la France. C'est vraiment faut le dire, c'est dans 2 grandes académies, Académie de Versailles et Académie de Créteil. On a les 2 avec nous ce soir. Donc, toi, ton académie, c'est Versailles. Ok, d'accord. Et comment ça se passe du coup aujourd'hui dans l'Académie de Versailles, le concours? Eh bien, ça se passe. Il y a très peu de candidats qui vont jusqu'au bout déjà du concours même, et beaucoup de personnes qui s'inscrivent et qui finalement se présentent pas au concours. Et à la fin, une pénurie qui est annuelle lors du recrutement des enseignants. Donc de moins en moins d'enseignants dans l'académie et de plus en plus de postes non pourvus lors des rentrées scolaires. Donc du coup, on prend tous les gens qui candidatent. Voilà. Je vois les mines autour de moi. À la fin, il y a un happy ending, ne vous inquiétez pas. Donc, on prend tout le monde. Et comment on fait pour voir ces postes-là? Enfin, comment les 1000 profs, il y a des élèves derrière. Il faut bien mettre quelqu'un devant les enfants. Eh bien, déjà, au niveau du concours, il y a la moyenne qui est baissée régulièrement tous les ans. Donc, il me semble qu'on descend à 8 dans l'Académie de Créteil ou de Versailles, alors que dans d'autres académies, c'est 12, parfois 15, 16. Moi, quand je l'ai passé à Montpellier, c'était assez parlant. La moyenne était à 16. Et quand je l'ai passé à Versailles, elle était à 8. Donc, il y a une différence énorme entre 2 académies qui ont autant besoin de professeurs. Et on peut faire un petit lien social entre ces académies. Enfin, tu sais quoi le public social des enfants que vous avez dans les académies de Versailles et de Créteil? Globalement, c'est la banlieue parisienne. Donc, il y a beaucoup d'enseignants, de candidats qui n'osent pas forcément y aller, qui ont peur, parce que ça évoque beaucoup de préjugés, beaucoup de ressentis vis-à-vis du public qu'ils peuvent rencontrer en région parisienne. Et d'une manière générale, la vie en région parisienne aussi n'attire pas forcément beaucoup de candidats qui viennent des 4 coins de la France. Ok, et il y a quelque chose qui a apparu assez récemment ces dernières années. Donc, pour trouver des contractuels, l'État s'est lancé dans du job dating, c'est ça? Dating, oui. Donc, qu'est-ce que c'est le job dating? En réalité, c'est des enseignants qui sont recrutés après un entretien qui dure une trentaine de minutes. Et c'est souvent des personnes qui viennent d'autres milieux, qui sont en reconversion professionnelle. Et ils passent un entretien très très rapide où on leur pose très peu de questions sur leur formation. Généralement, il faut qu'ils soient titulaires d'une licence en lien de près ou de loin avec l'éducation, mais pas forcément non plus tout le temps. Et donc, ils passent leur entretien. Après, ils ont 4 jours de formation et puis on les envoie devant une salle de classe. Bon, on va parler de ça avec Aurélie. Donc, attends, passe-lui le micro. Voilà. Bon, donc Aurélie, tu vas nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est ces job datés. Donc, toi, tu n'es pas job daté. Non, Bon. bonsoir. Donc, tu as passé le concours comme Moi, Camille. J'ai passé le concours comme Camille, sauf que je fais partie de cette génération de concours où j'ai passé le concours avec un bac plus 5 d'une autre discipline. Moi, j'ai un master en cinéma, donc rien à voir. Et j'ai eu 1 an après le concours où j'étais du coup en stage et en formation à l'université et en formation directement d'expérience sur école. Donc je fais partie de cette génération où j'ai quand même pas tout ce background de sciences de l'éducation que peut avoir Camille. Et ça fait combien de temps que tu enseignes? Là, ça fait 10 ans. D'accord. Donc, et j'ai commencé comme contractuelle, mais dans des établissements sous contrat. Donc, j'ai pu connaître du jour au lendemain, atterrir dans une classe de CM1 en ne misant que sur mes souvenirs d'élèves très, très lointains et à demander aux élèves présents de me remontrer comment on faisait une division, parce que je vous mets au défi de le faire. Et oui, d'ailleurs, faisons ça maintenant. Non, mais du coup, effectivement, j'ai pu accueillir pendant ces dernières années plusieurs contractuels dans les écoles dans lesquelles je travaille. Moi, je suis brigade, ça veut dire que je tourne sur plusieurs écoles, mais j'ai quand même été plusieurs années en poste dans une école de maternelle où j'ai vu arriver plus de contractuels que d'enseignants titulaires. Visage et de parcours différents que de personnes devant moi.
autant des personnes en reconversion qui avaient évidemment eu ces 20 minutes d'entretien qui leur permettaient d'obtenir une carte pour pouvoir entrer dans une école et travailler auprès d'élèves, avec une grande peur quand même pour la plupart et beaucoup d'inconnus devant elles. Donc j'ai pu voir apparaître des secrétaires de rédaction dans des maisons d'édition qui étaient en reconversion, ou aussi parce qu'elles ne trouvaient plus de travail, parce qu'elles étaient dans un âge où c'était difficile. On revient juste un peu sur ton parcours avant que tu nous racontes tout ce que... Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. J'étais dans un tunnel. C'est pas grave. On en sort. Toi, du coup, t'as pris 10 ans d'expérience là maintenant. Oui. Tu sens une différence entre le début et la fin? Monsieur Mérieux, vous commencez à casser le matériel. En plus, votre place c'est ici normalement, Monsieur Mérieux. Mais c'est pas grave. Oui, ben on le sait en fait. On le sait en fait. L'enseignement, tout est empirique en fait. Notre construction, de notre savoir, de notre pratique, de nos gestes professionnels, du fait effectivement d'avoir ce savoir-être et de ce savoir-faire, il se construit à l'école. Pas que, hein, évidemment, il faut avoir lu, avoir digéré tout un tas de lectures pour pouvoir être à l'aise. Mais la question de la légitimité face à élèves, elle se construit au fil des années. C'est sûr que c'est pas une légitimité qui peut s'acquérir du jour au lendemain. On a souvent ce syndrome de l'imposture. Donc, quand on accueille ces nouvelles personnes qui veulent enseigner à l'école ou qui sont job datées, qui se sont même pas projetées enseignants d'ailleurs, qui arrivent, il faut qu'on est là aussi, nous, enseignants avec un peu plus d'expérience, pour les accueillir. Vous faites du bénévolat? On fait complètement du bénévolat, mais moi je travaille en réseau d'éducation prioritaire, donc dans une école pour tous, et notre premier travail c'est d'accueillir. Il y a des gens forcément qui veulent pas forcément faire du bénévolat pour former quelqu'un. Mais totalement, et d'ailleurs on souhaiterait être effectivement à la 10e fois où l'inspectrice ou la conseillère d'éducation nous demande: est-ce que vous pourriez, Madame Delpech, prendre un quart d'heure, 20 minutes, recevoir un appel téléphonique pour pouvoir expliquer comment on construit une fiche de séance de travail. Est-ce que vous pouvez... Oui, effectivement, ça s'accumule, parce que s'il y a plus d'enseignants contractuels que d'enseignants titulaires, à un moment donné, le calcul est impossible. Ça ne marche plus. Alors c'est intéressant tout ce que tu disais, parce que quand j'ai cherché, j'ai trouvé qu'il y avait un consensus dans les sciences de l'éducation sur l'importance de l'effet maître. Donc ce qui a le plus d'influence sur l'apprentissage d'un enfant, c'est ce que les chercheurs appellent l'effet maître. Ils disent que avec les pratiques pédagogiques, donc ce que vous faites en fait quand vous êtes dans une classe, si vous êtes parmi les meilleurs, les 10% les meilleurs, vous allez faire apprendre à un enfant 1 an et demi de programme en 1 année. Et les 10% les moins efficaces, eux, ils vont faire une demi-année en 1 année. Et donc là, on voit que s'il y a un retard qui se crée, ben, il est plus rattrapé. Enfin, c'est parti pour avoir une espèce de demi-année de retard toutes les années qui va faire que l'enfant va pas avoir une carrière scolaire. Oui, et après, il faut être honnête, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contraintes qui s'accumulent autour de nous, et même nous, en tant que professeurs expérimentés, entre le manque d'humain global dans les écoles, en termes d'agents, d'ATSEM, d'AESH, même avec notre expérience, cet effet maître, il ne va pas suffire, en fait, parce que face aux élèves handicapés que nous avons dans nos classes, en fait, sans matière humaine en plus, on est tout le temps mis en difficulté. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'empathie et de compassion pour ces personnes qui veulent venir travailler et essayer, en fait, de tenir ce rôle-là aussi. Et même l'effet maître, il ne suffit plus. Donc du coup, tu en connais, toi, des gens qui ont fait ces 14 jours de formation et qui se sont retrouvés tu aurais une histoire à raconter de quelqu'un? Oui, je peux... Son parcours, qu'est-ce qu'elle faisait comme métier? Oui. C'est beaucoup des femmes, faut pas il y a effectivement... Alors, je connais 2 parcours. Une qui était secrétaire de direction... qui a été... Rien à voir avec la pédagogie. Non, nouvellement maman, avec un petit garçon de 2 ans au moment où elle s'est faite recruter. Donc pareil, elle a été job datée.
Elle n'a pas eu les 14 jours de formation, elle a vraiment eu que 20 minutes d'entretien, et puis elle a été mise à la rentrée. De toute façon, on était 2 enseignants titulaires sur l'école, il restait 4 postes à pourvoir. Donc, elle était là, et on l'a bien accueillie, et elle n'a pas lâché, en fait. Elle s'est laissée accompagner, elle a écouté, elle a travaillé tous les soirs avec tous les manuels qu'elle pouvait trouver à disposition. Elle a eu de la chance parce qu'elle est tombée sur une conseillère pédagogique qui est venue en fait l'aider en classe, qui l'a accompagnée, qui l'a observée. Et ça a été quand même très difficile parce que on le sait en fait, à la fin d'une journée, ça nous arrive de finir en pleurs une fois que les élèves sont partis parce que tellement de stress, parce que on est dans l'humain, on est dans l'affect, beaucoup d'émotions qu'on doit gérer dans la journée, les émotions des élèves, nos propres émotions, ceux des collègues. Et donc, elle a poursuivi, elle est à sa 4e année et elle passe le concours cette année. Donc, il y a des belles histoires qui marchent aussi chez ces jobs. C'est un peu l'aléa. Oui, c'est Petit bonheur, la chance. Exactement. Camille, tu as une histoire à raconter ? Alors moi, ça fait 5 ans que je suis à titre définitif sur mon poste, donc je suis dans mon école depuis 5 ans. J'ai toujours eu des CM2 et j'ai pris la direction en début d'année parce que personne voulait prendre la direction et personne s'était positionné. Et j'ai vu beaucoup de contractuels défiler dans l'école parce qu'on job d'été et des personnes pareilles qui venaient de la banque, qui venaient beaucoup de la santé aussi, beaucoup de personnes qui étaient par exemple qui avaient la double nationalité, on en parlait tout à l'heure. On a une personne dans notre école qui a la nationalité française et tunisienne. Elle est là tous les vendredis et c'est pareil, très volontaire. Elle a 2 enfants, donc une vie de famille bien chargée. Elle se donne à fond pour ses élèves dans sa classe. Elle monte beaucoup de projets, mais c'est compliqué. Elle est là que le vendredi, c'est 1 fois par semaine. C'est pas elle la titulaire de la classe. Donc le regard vis-à-vis des parents, vis-à-vis des élèves, il est différent. Elle change d'école en école, elle tourne de classe en classe. Et c'est pas le même rapport avec l'enseignant qu'on peut avoir quand on est fonctionnaire, titulaire de son poste, de sa classe. Et souvent, les contractuels, malheureusement, sont envoyés dans des postes de remplacement, dans des postes pour tourner dans les classes et remplir là où il n'y a pas. Et nous, en l'occurrence, il n'y avait pas au début de l'année. Bon, pour finir sur le positif, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui marche bien quand même, s'il y a des trucs positifs à l'éducation nationale ? En fait, les écoles, pour beaucoup, c'est encore des cœurs battants, en fait, avec une envie vraiment de permettre aux élèves de s'élever, de grandir. Donc oui, il y a énormément de choses positives qui se passent au sein des écoles. Voilà. Merci Aurélie. Alors, on vous avait promis vrai cabaret et vrai politique. Donc, c'est le moment de tenir ses promesses. Est-ce qu'Aurélie, tu veux bien annoncer le numéro qui va suivre, s'il te plaît ? Alors, venu spécialement de Marseille, où il a laissé ses collégiens pour nous, car s'il est magicien la nuit, le jour il est professeur de PS, il nous fait l'honneur de venir, car les thèmes qui sont mis en avant dans le livre l'ont particulièrement touché. Il est membre titulaire de l'équipe de France de magie. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir à tout rompre Monsieur Sébastien Foury. Applaudissements s'il vous plaît, Sébastien Foury.
Le cabaret politique vous offre gracieusement une minute de publicité. À la recherche des profs perdus. Un livre, 216 pages de pur plaisir, avec des belles couleurs sur la couverture. Vous avez aimé Hugo ? Vous allez adorer Mathieu Bosque. Une enquête passionnante, des préfaces brillantissimes, un suspense haletant. Déjà 3 lecteurs, tous conquis. Le cadeau idéal de vos fêtes de fin d'année. Magie. Alors, où sont mes fiches ? Elles sont là, merci. Et celle-là, ah voilà, parfait, merci beaucoup. Bon, on continue la soirée avec... bon, j'espère que les promesses sont tenues, quand même, que vous vous sentez comme au cabaret. Ah. Bon, donc on reprend la politique quand même, parce que c'est aussi sérieux, mais on va continuer avec un magicien. Serge Boimard, pour moi, vous êtes un magicien de l'apprentissage de la lecture, et je suis très très honoré de vous avoir à ma table. Vous êtes un ancien instituteur, chercheur, spécialiste des enfants qui n'arrivent pas à apprendre, auteur de best-sellers sur le sujet, dont la lecture m'a beaucoup marqué quand j'ai travaillé sur l'éducation. Et donc ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi... Prenez ce micro, celui-là est coupé. Pourquoi 20% des enfants... Ah oui, je voudrais pas que vous parliez dans le vide. C'est intéressant ce qu'il va vous dire. Donc pourquoi 20% des enfants n'arrivent pas à lire correctement ? Et après, j'aimerais que vous nous présentiez vos théories qui sont encore plus intéressantes parce que vous avez trouvé des solutions. Donc, pour que tout le monde se représente un petit peu ce qui se passe dans la tête d'un enfant, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà comment un enfant apprend à lire ? C'est compliqué, mais... Bon. Moi, j'ai une expérience professionnelle un peu particulière. Depuis plus de 50 ans, je travaille avec des adolescents normalement intelligents, des adolescents du collège, qui finalement n'arrivent pas à accéder aux fameux savoirs fondamentaux. C'est-à-dire les fameux 20% dont vous nous parlez. Je les ai rencontrés tous les jours, j'en rencontre encore, et j'essaye de comprendre pourquoi, pour eux, qui sont normalement intelligents, c'est si difficile d'apprendre à lire. Ils passent par le collège quand même. Et passant par le collège, on voit qu'ils savent presque lire, mais ils n'arrivent pas à comprendre. S'ils lisent tout seuls un texte de 6-8 lignes, ils n'arrivent pas à sortir l'idée principale. S'ils écrivent une ou deux phrases, on voit que les règles de grammaire de base, ils les connaissent pas ou ils les appliquent pas. Comme accorder le verbe avec le sujet, ça paraît une difficulté essentielle pour eux.
Et puis, pour moi, le plus grave du plus grave, c'est qu'ils sont pas capables d'enchaîner deux arguments quand ils cherchent à défendre un point de vue. Au bout d'un argument, ça s'arrête. D'ailleurs, quand on les voit discuter entre eux, c'est souvent le deuxième argument est souvent remplacé par une insulte banalisée. Hein, je te dis que c'est ça, ta mère. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Va te faire. Personne s'offusque, mais vous voyez, cette insulte banalisée montre bien qu'il n'y a pas de prolongement de la pensée quand ils sont en train de chercher des arguments pour défendre leur point de vue. Alors, bon, moi, je me suis toujours demandé, c'est un peu la question que vous me posez, pourquoi est-ce que des jeunes gens normalement intelligents sont dans des situations aussi délicates et ils vont sortir de l'école à 18 ans sans maîtriser les savoirs fondamentaux? Pourquoi on en arrive là? Alors, si vous voulez, avec ce recul que j'ai, parce que je les ai connus en étant instituteur, en étant psychopédagogue, psychologue, en travaillant beaucoup avec les familles, pour moi, il y a deux causes essentielles qui expliquent cet échec scolaire, ce décrochage par rapport aux situations d'apprentissage. Deux causes qui sont... vous allez voir. Pour moi, finalement, pour faire de l'échec scolaire, il faut s'y mettre à deux. Vous voyez ? Alors, les premiers responsables, pour moi, c'est la famille. La famille qui amène à l'école, alors assez tôt, bien entendu, des enfants qui sont pas armés pour supporter les 4 grandes contraintes de l'apprentissage. Allez-y, expliquez-nous qu'est-ce que c'est ces contraintes de l'apprentissage. Parce que pour lire, il faut réussir à passer du mot qui est écrit sur le papier à ce que je vais dire, ce qui va sortir de ma bouche. Oui, mais dans les contraintes de l'apprentissage, c'est accepter de se mettre dans la situation d'apprentissage. Et on voit des enfants qui arrivent à l'école avec un équilibre psychique qui est déstabilisé même par les contraintes de l'apprentissage. Donc ils vont tout faire pour échapper à ces contraintes. Ils vont tout faire, y compris sacrifier leur capacité réflexive, sacrifier le moment de pensée pour finalement se retrouver un petit peu plus tranquille à l'école. Évidemment, les apprentissages ne passent pas dans ce cas-là. Alors les contraintes de l'apprentissage, vous me posiez la question, c'est quoi? C'est déjà reconnaître ses manques, qu'un enfant manque de quelque chose, et on voit qu'à l'école, ceux qui n'ont pas été... Oui, quand je mets en cause les familles, on voit bien que, oui, il y a deux insuffisances éducatives qui vont beaucoup peser dans la scolarité, dans ces ratés de la scolarité. La première insuffisance éducative, ce sont les interactions langagières précoces. Avant que les enfants aient 4 ans, il se passe quelque chose. Donc c'est ce qu'on leur dit. C'est quand on parle aux enfants. On leur dit. D'ailleurs, tous les linguistes sont d'accord et remarquent bien que ces enfants qui ont des difficultés avec les premiers apprentissages ont moins de vocabulaire, s'expriment moins bien que les autres. Mais ça, c'est pas. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut pas apprendre à lire si on n'a pas de vocabulaire. Oui, oui, bien sûr. On n'apprendra pas vraiment à lire si on n'a pas de vocabulaire. C'est ça. Évidemment, vous voyez, ces interactions langagières précoces vont beaucoup compter pour construire le vocabulaire, mais en même temps, cette pensée qui va servir à apprendre aussi. Le fonctionnement intellectuel a besoin du langage pour se construire. Donc ça, c'est première insuffisance qui va peser très lourd. Et puis, il y a une deuxième insuffisance qui va beaucoup compter aussi. Et cette fois, c'est l'initiation à la frustration qui n'est pas faite normalement. Ça paraît banal pour les professeurs, ils voient bien. Donc, on voit ces enfants qui ont besoin qui établissent leur équilibre psychique sur une idée de complétude, sur un besoin d'immédiateté, alors de tout de suite. Et justement, quand on apprend à lire, vous me posiez la question, il y a plusieurs mois, voire quelques années, surtout quand on écrit en plus, on voit bien que là, ça peut pas se faire dans l'immédiateté, le tout de suite. Il faut être capable de respecter des règles. Ça aussi, c'est extrêmement important. Quand on voit le nombre de règles qu'il y a à connaître pour maîtriser à peu près la lecture, pour maîtriser l'écriture. Et puis, 4e point, être capable de supporter un petit moment de solitude pour se retrouver avec sa dimension intérieure, avec ses représentations, pour construire quelque chose avec la parole qui a été donnée par le professeur, le maître. Vous voyez, c'est ça qui...
finalement va peser lourd pour les apprentissages. Mais je précise quand même que c'est les enfants qui sont dans cette situation et qui se défendent en cultivant un peu l'empêchement de penser. C'est pour ça, moi, au début, on voit bien que cette déstabilisation psychique provoque une sorte de peur d'apprendre et que les enfants se restaurent ou se retrouvent en court-circuitant le temps réflexif de l'apprentissage. Alors, vous voyez. Donc... Et alors je trouve ça aussi vachement intéressant. Donc, quand vous dites il faut un temps où on se retrouve seul avec soi-même pour apprendre, c'est vrai que maintenant que c'est dit, on peut tous le sentir. Même aujourd'hui, quand on veut apprendre quelque chose, à un moment, on se retrouve un peu seul. Qu'est-ce qui se trouve les enfants qui n'arrivent pas à apprendre à ce moment-là? Qu'est-ce qui les fait dérailler en fait? Ceux qui sont dans cette situation, bien souvent, on va voir qu'ils ont des représentations ou un monde interne un peu pauvre, parfois un peu chaotique, un monde interne sur lequel ils ont beaucoup de difficultés à s'appuyer parce que très vite, il est infiltré par des sentiments parasites, par des émotions excessives qui vont empêcher un fonctionnement intellectuel un peu harmonieux qui permet d'aller vers l'apprentissage. Et alors, je termine quand même mon deuxième point, parce que j'ai dit qu'il fallait 2 pour faire de l'échec scolaire. Et le deuxième, ça va être l'école elle-même, qui finalement, face à cette défense par l'empêchement de penser, qu'utilisent certains enfants, va continuer à croire jusqu'au bout que l'entraînement supplémentaire et la répétition va permettre de changer la donne. Et là, il faut se rendre compte que dès que les enfants ont mis en place cet empêchement de penser, l'entraînement supplémentaire et la répétition ne servent plus à grand-chose. Pas à rien, mais plus à grand-chose. Et on voit bien que là, l'école enferme ceux qui... Vous voyez, on parle de cette inégalité scolaire. Ceux qui se sont trouvés en difficulté au départ vont se faire enfermer par le système qui privilégie toujours la répétition pour essayer de combler les lacunes. Et à partir de ce moment-là, c'est l'enfermement dans un échec scolaire qui risque de durer et qui va durer pour certains et qui explique que 20% de jeunes gens qui sont pourtant au collège, qui sont normalement intelligents, n'arrivent pas à accéder véritablement, ils accèdent plus ou moins, mais pas véritablement, à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et puis surtout de la possibilité de s'exprimer. Non, mais vous avez bien fait de faire votre deuxième point, puisque j'allais vous demander exactement ça. Je voulais savoir comment l'école gérait ce problème, et elle a une façon d'appliquer la répétition d'une méthode qui répond pas à ça. Par contre, vous avez trouvé un remède, et un remède qui a bon goût pour les enfants, puisque c'est un remède à base d'histoire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous raconter aussi comment vous l'avez trouvé, ce remède? Est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire à vous? Le remède, je l'ai trouvé d'une façon simple. Tout à l'heure, on parlait de la formation des instituteurs, des enseignants. Moi, j'ai l'impression que j'ai été très bien formé. Je suis passé par l'école normale au milieu des années 60. Je suis rentré en classe de seconde, et dès la classe de seconde, première, terminale, déjà on nous initiait aux grandes théories pédagogiques, on essayait de nous mobiliser autour de ça, et ensuite j'ai eu le droit à une année complète de formation, en allant assister aux classes, en regardant les meilleurs professeurs du département, ça se passait en Bretagne, faire classe, et finalement c'est comme ça que j'ai été formé. Et voilà, pour continuer, ça se passait plutôt bien pour moi, et un jour, il y a un inspecteur qui m'a demandé si j'étais prêt à aller travailler avec des enfants qui avaient des troubles du comportement. Je savais pas trop ce que c'était. J'ai cru que c'était une promotion. Alors j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé très vite dans une classe avec 11 enfants qui avaient des troubles du comportement très sévères. C'était à Vitry-sur-Seine. Ils s'étaient tous fait renvoyer 3 ou 4 fois à des écoles parisiennes et ils se retrouvaient à Vitry-sur-Seine. Et j'ai commencé à faire classe comme je savais faire. Moi, je savais à peu près bien faire une leçon de grammaire, de mathématiques. Et là, au bout d'une semaine, ça n'a pas duré longtemps, quelques jours, j'avais la moitié de la classe qui était dehors. Ils voulaient plus rester avec moi. Et en plus, ceux qui restaient avec moi
me disait très clairement, on reste, mais à condition qu'on fasse pas de travail d'école. Alors j'avais l'impression d'être complètement perdu, hein, je savais plus quoi faire, et c'est là qu'il m'est venu, c'était même pas une idée, c'était presque du hasard, j'ai commencé à leur lire un livre qui était dans la classe. Hein, parce qu'avant moi, il y avait une enseignante qui était en congé, parce que dans ces métiers, ça a marché. Il y a beaucoup de maladies des enseignants, parce que c'est vraiment particulièrement difficile. Et j'ai commencé à lire aux élèves qui étaient avec moi un livre de contes de Grimm. Alors j'ai vu qu'il fallait le simplifier un petit peu, parce que leur vocabulaire, comme vous disiez tout à l'heure, manquait quelquefois pour comprendre des choses compliquées. Mais malgré tout, ils comprenaient tout à fait le sens de l'histoire. Et puis j'arrivais à leur lire ces histoires. J'arrivais ensuite à les faire parler de ce qu'ils avaient entendu. Alors c'était un petit peu bizarre ce qu'ils me racontaient sur ces contes, parce que finalement... vous voyez, le livre de Bettelheim a écrit après un livre qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, mais là c'était avant. Et je les entendais tout à fait faire l'analyse de ce que je leur lisais. Ils me disaient, mais là, c'est la belle-mère qui est une vraie salope. Faut arrêter avec de faire les choses comme ça. Et le père, pourquoi il n'intervient pas? C'est une couille molle. Et je me disais, mais finalement, je suis en train d'aggraver leur cas ici. Je leur raconte des histoires où il est question de dévoration, d'abandon, de perte d'unité. Je me dis, mais où est-ce que tout ça va me mener? Et au bout de quelques semaines, j'ai remarqué que la figuration, les mots mis sur ces angoisses archaïques, parce que les contes nous parlent beaucoup des angoisses humaines les plus archaïques, les mots, les histoires mis sur ces angoisses archaïques permettaient à ces enfants de vivre un petit peu mieux ce que eux-mêmes étaient en train de... ce qui les faisait souffrir finalement, et qui les empêchait d'accéder à la pensée. Parce que les enfants qui sont dans les troubles du comportement, très vite, la dimension intérieure, ils veulent pas avoir affaire à cette dimension intérieure. Et là, l'enrichissement avec ce qui était apporté dans ces histoires. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé la mythologie. J'ai beaucoup utilisé, tout à l'heure, je vous entendais parler de Jules Verne. Oui, j'ai beaucoup utilisé les romans de Jules Verne en les simplifiant, parce que Jules Verne pratique aussi de cette façon. Sans arrêt, il met ses héros, ils ont beau être des ingénieurs, des journalistes qui sont lancés dans des aventures fantastiques, il met ses héros toujours devant des angoisses archaïques typiques. C'est-à-dire, les héros sont sur le point de mourir de faim, de soif, de manquer d'air, d'être bloqués dans la glace, d'être dévorés par des animaux terribles. Et là, on voit bien que il se sert de ce support pour aller plus loin, alors vers des apprentissages, pour essayer de répondre à des grandes questions que se posent ces héros. Et en plus, ils retiennent les mots. Parce que un mot chargé de sens, comme ça, avec des émotions, on le retient plus facilement. Oui, c'est vrai, mais bien sûr. Je crois que là, à partir du moment où on amène ces enfants à pouvoir s'intéresser déjà, être intéressés, et ensuite à pouvoir participer en s'exprimant, je vous assure que là, il peut se passer quelque chose d'intéressant. Et est-ce que ça s'applique à tous les enfants ou pas, ce que vous avez trouvé? Non seulement ça s'applique à ceux qui sont en grande difficulté, parce que quand j'ai commencé ce travail, j'avais l'impression que ça s'adressait seulement à ceux qui sont le plus en difficulté. Et là, j'ai travaillé pendant 12 ans avec les classes de Genève, et dans les classes de Genève, avec les professeurs, on a mis au point un protocole qui consiste à commencer par de la lecture tous les jours, à ensuite faire parler les élèves sur ce qu'ils ont entendu, à les faire écrire sur ce qui a été entendu, et là, on s'est aperçu, et moi, là, je le découvrais un petit peu, que c'était formidable pour les meilleurs élèves à qui on donne une chance d'atteindre l'excellence quand on les traite comme ça. Donc, c'est particulièrement intéressant quand on a affaire à des élèves qui sont habituellement marginalisés dans la classe, parce que les professeurs disent toujours « mais j'ai beaucoup de mal avec lui, il n'a pas les bases pour faire le programme, je ne sais pas quoi faire, je suis bien obligé de repasser par des choses extrêmement simples ». Et là, on voit bien qu'il y a une possibilité, une ouverture qui peut s'adresser à tout le monde. Si vous voulez bien, je vais essayer de prendre vos théories pédagogiques et de les ramener à la politique. On va essayer de faire ça. Parce que tout à l'heure, on a parlé des Républicains qui avaient réussi un coup qui était de
faire écho à une demande qu'il y avait dans la population et de capter ça pour rentrer de l'énergie dans l'éducation nationale. Moi, je trouve que vos théories qui ont une efficacité pédagogique, qui ont aussi une efficacité sociale, parce que les 20% des enfants qui n'arrivent pas à lire, on l'a un peu esquissé, mais c'est les enfants qui sont socialement le plus démunis. Oui. Les inégalités se jouent là aussi. Oui. Et donc, dans la population, on a des demandes un peu différentes. On a des demandes de tradition, une partie de la population française qui est plus conservatrice, et votre théorie pédagogique, elle marche avec les grands contes et les grands mythes. Et on a aussi une demande d'une autre partie de la population qui est orthogonale avec celle-là, qui est de s'ouvrir aux autres cultures, et votre théorie, elle marche aussi avec des contes qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, ça marche avec tout ça. Donc, ma théorie, elle marche aussi, moi je vais rester plus simple, elle marche aussi beaucoup pour soutenir les professeurs. Et là, je le découvre encore, je travaille avec des professeurs à Saint-Denis, des professeurs qui sont devant des classes en grande difficulté, des professeurs qui sont très peu formés. Et évidemment, faire classe quand on est peu formé, commencer sa matinée par une leçon de conjugaison ou de grammaire et de se faire renvoyer dans les cordes au bout d'un quart d'heure, avec des élèves qui s'insultent dans la classe, qui sont prêts à se battre. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et la proposition que je fais, je remarque que vraiment le premier soutien, il est apporté au professeur. Un professeur qui décline sa journée à partir d'un récit qu'il va lire, s'appuyant sur ce récit pour essayer de transmettre les grandes lignes du savoir, hein, que ce soit la lecture, l'écriture, ils sont un peu toujours les mêmes, et la prise de parole des élèves, là, il se passe quelque chose d'important qui est un soutien pour les professeurs. Et là, je le garantis parce que là, vraiment, je l'observe à chaque fois que je vais dans ces lieux particulièrement difficiles. Merci beaucoup, Serge Blomard, pour toutes ces réponses. Merci à vous. Merci. Le dernier invité de la soirée, Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, vous connaissez des histoires, vous êtes plutôt magie? Je suis un peu choqué, moi, d'être dans un cabaret, d'abord. Parce que moi, je pensais venir dans un lieu sérieux, où on parle sérieusement de questions sérieuses, et puis j'entends... D'abord, j'arrive et Laurence Decoq me dit que je suis le clown de la soirée. Donc, déjà... Puis j'entends mon collègue Boimard raconter des histoires, enfin comme si on pouvait instruire les enfants en racontant des histoires, mais c'est du grand n'importe quoi, ça, monsieur Boimard. Hein? Non, mais vous vous asseyez sur la culture académique. Hein? Alors moi, je suis pas un magicien, je suis pas un raconteur d'histoire, je suis un prof. Et j'enseigne. Vous écrivez ça comme vous voulez. Éventuellement en 3 mots. Veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire à la maison. Bon, j'en vois qui n'ont pas leur cahier. J'en vois qui n'ont pas leur stylo dans la main. Vous pourrez allumer la salle, s'il vous plaît, Mathieu? Je ne sais pas s'ils ont les moyens de faire ça en régie. Oui, mais on ne peut pas enseigner dans ces conditions. C'est pas possible. On ne peut pas payer l'électricité, c'est l'éducation nationale, monsieur Mérieux. Alors... Veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire à la maison. Pourquoi les poésies de Jules Slovaki, ce grand poète, contiennent-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme? Je répète le sujet. Pourquoi les poésies de Jules Slovaki, ce grand poète, contiennent-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme? À cet endroit du cours, un des élèves se tortilla nerveusement et gémit. « Mais puisque moi, je ne m'enthousiasme pas du tout, je ne suis pas du tout enthousiasmé, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas en lire plus de 2 strophes et même ça ne m'intéresse pas. Mon Dieu, comment est-ce que ça pourrait m'enthousiasmer puisque ça ne m'enthousiasme pas ?» L'élève se rassit, les yeux exorbités comme s'il sombrait dans un abîme. Devant sa confession, le maître faillit s'étrangler. « Pas si fort, par pitié, siffla-t-il, Galguevitch.
Vous serez collé. Vous voulez ma perte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. L'élève. Mais je ne peux pas comprendre, moi, je ne peux pas comprendre comment ça m'enthousiasme si ça ne m'enthousiasme pas. Le professeur. Comment cela peut-il ne pas vous enthousiasmer, Galkiewicz, puisque je vous ai expliqué 1000 fois que cela vous enthousiasmait? Galkiewicz, mais moi, ça ne m'enthousiasme pas, monsieur. Le professeur. Ça ne regarde que vous, Galkiewicz. Il semble que vous manquez d'intelligence, puisque les autres sont enthousiasmés. Galkiewicz. Parole d'honneur, monsieur. Personne ne s'enthousiasme. Comment est-ce que ce serait possible, puisque personne ne lit ça, à part nous, à l'école, et encore parce qu'on nous y oblige? Le professeur. Pas si fort, par pitié, pas si fort. Galkiewicz, c'est parce qu'il existe peu de gens vraiment cultivés et à la hauteur. L'élève. Mais les gens cultivés non plus ne s'enthousiasment pas. Personne, absolument personne. À ce moment, le professeur se leva, sortit un mouchoir de sa poche, s'approcha de Galkiewicz et lui dit « Galkiewicz, j'ai une femme et un enfant, ayez au moins pitié de l'enfant. » Bravo, applaudissez Philippe Mérieux. Bon, comment présenter Philippe Mérieux après ce qui vient de se passer? Non, d'abord dire que c'est pas un texte de moi, c'est un extrait d'un livre de Gombrowicz qui s'appelle Ferdidurk et qui raconte l'histoire d'un adulte qui est précipité dans l'univers de l'adolescence et qui revient à l'école et qui redécouvre ce que c'était que l'école. Voilà. Bon, du coup, vous vouliez nous montrer que c'était difficile d'enseigner à des élèves qui ne sont pas motivés, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Effectivement, Galkiewicz n'est pas motivé par les poésies de Jules Slovakie, en dépit de l'intensité de l'injonction professorale. Non, je voulais surtout vous montrer, à l'occasion de cette question de la motivation, qu'un des enjeux majeurs de l'école, c'est de ne pas confondre les objectifs avec des préalables. La motivation, ce n'est pas un préalable. Si j'écris au-dessus de la porte de la classe « Nul n'entre ici s'il n'est motivé », j'ai pas beaucoup de mal à faire réussir ceux qui rentrent. Si j'ajoute « Nul n'entre ici s'il n'est motivé, attentif, capable de ces fameuses 4 conditions de l'apprentissage que Serge nous a expliquées tout à l'heure, j'aurai sans doute de très bons résultats à l'entrée, à la sortie, parce que j'aurai sélectionné à l'entrée. Et en réalité, cette transformation des objectifs de l'école en préalable de l'enseignement lui-même, pour moi, c'est un des enjeux majeurs de la sélection, de l'exclusion et de ce que Bourdieu et Passeron appelaient la reproduction. C'est ainsi que joue ce que Bourdieu appelait la violence symbolique, en présupposant que les élèves peuvent faire ce qu'on est précisément chargé de leur apprendre à faire. Alors évidemment, dans l'enseignement supérieur, ça marche très bien. À Polytechnique, une fois qu'on a passé le concours d'entrée, on est en vacances quasiment. Tous les polytechniciens vous le diront. Mais ce n'est pas tellement grave quand on est à Polytechnique. En revanche, c'est beaucoup plus grave avant, dans tout le système, et dans un système qui ne sait plus très bien où placer les limites de la formation et de la sélection. Donc du coup, on va descendre un petit peu on va pas rester à Polytechnique, on va redescendre un petit peu dans un endroit où on est tous allés, et on va parler un peu plus du collège avec vous. Moi, j'ai une petite anecdote assez simple, moins élaborée que la vôtre, mais le 25 décembre, j'étais en repas de famille et j'ai raconté que je faisais un livre, et donc forcément, ça a lancé un petit peu les discussions. Et les discussions sont parties sur un angle un peu éducation versus autorité. On m'a dit qu'en France, a priori, on pencherait un petit peu plus vers un modèle d'éducation, alors qu'il y a un autre modèle plus efficace, un peu plus autoritaire, qui tire plus vers le haut. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Mérieux? Rien du tout. Je peux vous la reformuler si vous voulez penser quelque chose. Non, mais on est dans un registre des lieux communs qui est, me semble-t-il, très caractéristique de la faiblesse et on pourrait dire même de l'indigence du débat éducatif français. On ne peut pas dire que le débat politique français soit d'un très haut niveau, mais quand même, on a des gens qui débattent parfois politique. C'est pareil en matière d'économie. On a des historiens et des historiennes qui tiennent le haut du pavé et qui nous parlent aujourd'hui de la libération d'Auschwitz et qui sont des gens
de qualité sur les questions éducatives, sur les questions scolaires, en dehors de temps en temps de l'uniforme et d'un peu de harcèlement. On parle très peu et trop peu d'éducation. Et en particulier, on en parle en opposant d'une manière binaire et complètement absurde ce que jamais aucun pédagogue n'a opposé, l'exigence d'un côté, l'écoute de l'autre, la bienveillance d'un côté, mais la capacité aussi à aider chacun à se dépasser. Ces oppositions-là font un mal pas possible au débat éducatif français, nous plombent, mais elles sont malheureusement utilisées à satiété par la presse Bolloré. Et si on essaye de... Allez-y, allez. Et si on détourne cette opposition et qu'on cherche deux grands courants en France dans la façon d'enseigner, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence entre ce qui se passe dans le primaire et ce qui se joue à partir du secondaire ? C'est compliqué, et là, Laurent serait sans doute plus capable que moi de vous en parler. Moi, je crois que la France a hésité et que la situation du collège est très caractéristique de son hésitation. La France a hésité. L'école primaire, c'est l'enseignement, comme le disait Octave Gréard, de ce que nul n'a le droit d'ignorer. Voilà. Après, on a créé le collège, et le collège, il n'a jamais été complètement stabilisé. Si on demande qui a créé l'école primaire, les gens disent c'est Jules Ferry, le lycée c'est Napoléon, le collège on ne sait pas, on va dire Abi peut-être, mais en fait c'est pas Abi qui a créé le collège, il l'a réformé, il ne l'a pas créé, parce que on n'a jamais su très bien si le collège était un prolongement de l'école primaire ou une anticipation du lycée. Et ça, c'est un vrai problème, parce que s'il est un prolongement de l'école primaire, il est le lieu où l'on apprend ce que nul n'est censé ignorer, c'est-à-dire les fondamentaux, pas au sens du lire, écrire et compter, mais les vrais fondamentaux de la citoyenneté, penser de manière critique et penser de manière informée. C'est ça, les fondamentaux de la citoyenneté. Alors, si on dit le collège fait partie de la scolarisation ou de l'instruction obligatoire, puisque l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire en France, alors à ce moment-là, il faut que le collège ne soit pas un lieu de sélection. Il faut que ce soit un lieu organisé pour que chacune et chacun accède à ce qu'on appelle aujourd'hui le tronc commun de connaissances, compétences et culture. Mais on sait bien que ce n'est pas le cas. On sait bien que la sélection commence au début du collège, parfois, heureusement pas souvent, mais quand même, avec les groupes de niveau, on a introduit un coin, là. Et déjà avant, dans la façon dont il a été pensé. Un petit peu avant. Il existe des SECPA, il existe tout un tas de choses qui permettent d'organiser une sélection quand même implicite avant et dans le collège. Mais avec les groupes de niveau, alors là, on y va franco, on institutionnalise le fait que le collège, ça n'est plus le lieu où chacun et chacune doit apprendre les fondamentaux de la citoyenneté, c'est le lieu où on commence à trier. Voilà. Le lieu où on commence à trier. Et ça, c'est un vrai souci. Autant, moi, je peux comprendre qu'à partir du lycée, on aide chacun à identifier là où il réussit le mieux, autant je crois que dans l'époque de l'instruction obligatoire, on doit accompagner toutes et tous jusqu'à un certain nombre de ces fondamentaux, qui ne sont pas du tout pour moi les fondamentaux tels qu'ils sont énoncés aujourd'hui, en termes de savoirs procéduraux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle écrire, c'est maîtriser des compétences scripturales. Si je prends les programmes tels qu'ils sont formalisés. Les compétences scripturales, c'est quoi? C'est tracer des lettres, accorder des mots, etc., etc. Mais ça, c'est pas écrire. Écrire dans l'histoire des hommes, c'est bien autre chose que ça. Écrire, c'est soulager sa mémoire en mettant les choses sur une pierre, un papyrus, un papier, ensuite. Écrire, c'est pouvoir communiquer avec quelqu'un qui n'est pas là, c'est stabiliser sa pensée. Écrire, c'est une manière de lutter contre la fugacité du temps et de la mort. C'est des tas de choses, écrire. Et ce que fait l'école, au fond, trop malheureusement, c'est qu'elle a privé ses savoirs, le savoir de l'écriture par exemple, et je prends celui-là volontairement, de leur dimension émancipatrice, de ce en quoi il libère l'individu, pour en faire une occasion d'assujettir ces individus à des normes qui leur paraissent évidemment arbitraires et qui contribuent, comme le disait Serge, pour une grande partie d'entre eux, ou une toute petite partie selon la gravité de la situation, à les empêcher de penser. Donc, pour moi, il faudrait clarifier les choses et construire vraiment une école commune. Moi, je dis, oui, une école commune, une école du commun, qui aille de 3 ans à 16 ans,
et qui garantissent que toutes et tous s'approprient dans des conditions normales les savoirs fondamentaux de la citoyenneté. Alors, ça, c'est pas l'égalité des chances. Hein. L'égalité des chances, il y a la Française des Jeux pour ça. C'est pas l'école, hein, l'égalité des chances. Qu'il y ait un ministre spécialisé dans l'égalité des chances est une insulte à la République. Je crois savoir, mais il paraît que c'est contesté. Laurence me dira que l'expression est employée dans le champ politique pour la première fois par le maréchal Pétain en 1940. Pour dire à partir de maintenant, il n'y a plus d'égalité des droits. Ça, c'était les communistes. Il y a l'égalité des chances de ceux et celles qui voudront s'engager pour défendre la nation. Voilà. C'est un basculement. On ferait bien de se rappeler ce basculement quand on parle d'égalité des chances aujourd'hui. Pour le collège, pour l'école primaire, je crois qu'il faut réaffirmer que c'est une école commune pour laquelle il y a une vraie égalité des droits d'accès à l'éducation, avec le beau slogan qui avait été celui d'Alain Savary, mais aucun d'entre vous n'est assez jeune pour s'en souvenir. Donner plus et mieux à ceux qui ont moins. Plus et mieux, pas simplement plus. Revenons, vous avez parlé d'hésitation. Je pense que c'est un temps intéressant. Donc, dans les années 70, un ministre dont vous avez cité le nom, René Haby, il fait une loi qui s'appelle la loi du collège pour tous. Si on regarde un petit peu comment c'est... C'est le collège unique. Voilà, le collège unique. Mais si on regarde juste avant... Que monsieur Bayrou, notre Premier ministre actuel, qualifiera de collège unique. Il y aura collège unique, collège unique. Comment c'était constitué avant, en fait? Avant que tout le monde puisse accéder au collège, comment ça marchait, ce secondaire? Alors, juste avant, il y a 3 sections. Il y a en 6e, les 6e 1, les 6e 2, les 6e 3. Sans rentrer dans le détail, vraiment... Bon, il y a des filières qui sont confiées à des enseignants différents. Les 6e 1, c'est des filières confiées à des professeurs certifiés ou l'équivalent, qui enseignent chacun une matière. Les 6e 2, c'est des professeurs qui sont en général issus de ce qu'on appelle le corps des PEGC, et qui enseignent 2, 3 ou 4 matières. Et les 6e 3, c'est les élèves les plus en difficulté qui ont un instituteur promu dans le collège. Et donc la 1, il y a une filiarisation. C'est celle qui mène jusqu'au bac général, c'est ça? C'est celle qui mène jusqu'à la 3e. Après, jusqu'au bac général, à ce moment-là, dans les années où un institut de collège unique, le bac général, Laurence, c'est à peine 30%, moins de 30% de la population scolaire. Donc tous les élèves de 3e 1 ne vont pas au bac général, assez loin de là. Mais la loi, quand elle est faite, elle s'intéresse principalement à ces élèves-là. Et elle fait un collège avec une pédagogie qui va faciliter le travail pour ceux qui veulent aller jusque-là. Oui, alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, Mathieu, mais on n'a pas beaucoup de temps. Si je regarde l'évolution du collège dont on parle, au cours, on va dire, de ces 50 dernières années, au fond, on a toujours oscillé entre deux hypothèses institutionnelles. Il y a ceux qui disent les élèves sont différents, il y en a qui sont plus concrets, auxquels il faut apporter une pédagogie spécifique, il faut les aider plus, les accompagner individuellement, donc on va créer une filière spéciale pour eux. Alors à une époque, c'est les 6e 3, ensuite on a créé les 4e et 3e technologiques, par exemple. Enfin, donc au nom de l'adaptation, on dit on va créer une espèce de pédagogie spécifique qui va leur permettre de rattraper leur retard. C'est un peu ce qui nous a été vendu au moment des groupes de niveau. Et puis, il y a en face ceux qui disent, oui mais attendez, si vous regroupez les élèves faibles ensemble et les élèves forts ensemble, d'abord vous cassez l'émulation, vous cassez le creuset républicain, vous arrivez à créer des phénomènes de ségrégation. Non, il faut mettre tout le monde ensemble. Et alors, au fond, depuis 50 ans, on alterne l'un ou l'autre. Il y a un ministre qui dit, oui, tout le monde est dans la même classe, on ne peut pas quand même donner la même soupe à tout le monde. Il y en a qui ont besoin d'un travail un peu différent, donc regroupons-les ensemble. Et puis le ministre suivant qui dit, oui, mais si on les regroupe ensemble, on fait des ghettos. Alors, il faudrait mieux les mettre en commun. Oui, mais le ministre suivant dit, mais en donnant à tous la même soupe, vous comprenez, ils sont différents, les élèves. Il y en a qui sont plus lents, plus techniques, et d'autres qui sont plus spéculatifs. Et puis, on continue comme ça. Et en fait, la France a jamais réussi à sortir de cette espèce d'alternative, dont Gabriel Attal est une caricature, bien sûr, entre une homogénéité qu'on ne sait pas toujours gérer, une hétérogénéité qu'on ne sait pas toujours gérer, et une homogénéité qui crée des filières et des hiérarchies et qui creuse les inégalités sociales. Et on peine à trouver
une manière de dépasser cette opposition-là. Et comme les politiques s'informent assez peu de l'histoire de l'éducation, et jusqu'à ce que ce soit Laurence qui soit ministre, ce que nous espérons tous, quand le nouveau Front populaire gagnera les élections. Bientôt. Bien. Vous avez dit un mot qui est intéressant, c'est le mot concret. Moi, je suis d'accord pour donner la même soupe à tout le monde, mais à une condition, c'est que la soupe soit bonne. Et Moi, je suis pas complètement d'accord pour donner la même soupe à tout le monde. Je pense que l'école faut que vous me laissiez poser la question avant de répondre. Non, mais juste, moi, je suis prof, je vous ai dit, hein. Attention, on est sérieux ici. Non, je pense qu'il faut que l'école réussisse, et c'est un enjeu compliqué et difficile, parce qu'on est prisonnier de la forme scolaire imposée par Guizot, hein, le modèle simultané, regroupe des élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. On est prisonnier de ça, et on pense qu'il n'y a qu'une école comme ça, mais il faudrait réussir à combiner une école où il y a des grands temps communs, qui sont des temps où on est ensemble, et puis une école où on a aussi la possibilité d'être accompagné dans sa spécificité. Les RAZ, qu'on a malheureusement décapité au moment où on a promu l'école inclusive, ça fait partie de ces petites contradictions politiques que nous avons vécues ces dernières années, pouvaient déjà être une ouverture vers cela. Tu les as bien connus, Serge, hein, et tu y as travaillé. Alors finissez votre question, Monsieur Bosque. Je voulais vous faire parler de l'intelligence de la main et de l'intelligence abstraite. Alors, je ne vais pas parler directement de l'intelligence de la main. Je vais parler d'autre chose. Non, pas. Vous faites ce que vous voulez, c'est chez vous ici. Allez-y. Je vais venir. Non, je vais parler d'un problème qui me préoccupe beaucoup parce que je suis un vieux, moi j'ai 75 ans, qui est le poids des écrans sur le développement de l'attention, sur le développement de la pensée critique, sur la capacité à s'extraire du mimétisme, sur la capacité à se dégager de la sidération de l'image, etc., etc. Tout ça, ça me préoccupe énormément. Et le fait que M. Musk soit arrivé au pouvoir aux États-Unis n'est pas pour me rassurer. Voilà. Et donc, je suis préoccupé par cela, non pas parce que je suis contre les réseaux sociaux, je suis contre l'algorithme des réseaux sociaux, c'est-à-dire celui qui fait que l'élève de 3e qui like une pub pour un parfum de Kim Kardashian se voit proposer un mois après une opération chirurgicale dans une clinique privée pour ressembler à Kim Kardashian. C'est ça l'algorithme des réseaux sociaux. Moi, quand je travaille avec les élèves dans les collèges, j'y vais demain là dans les Yvelines, je commence toujours par travailler sur le modèle économique des réseaux sociaux, parce qu'ils me disent tous les réseaux sociaux c'est gratuit. Je leur dis si c'est gratuit, c'est vous le produit quand même, hein. Donc il y a des gens qui gagnent leur vie comment, hein. Et je suis très préoccupé de cette espèce d'hégémonie de la part de cerveau disponible et de la façon dont ça pourrait devenir un obstacle majeur au développement de la pensée critique et même de la démocratie. Et il se trouve que tous les chercheurs qui ont travaillé sur les effets des écrans, en particulier, je pense à Catherine Hayes aux États-Unis sur l'attention profonde, etc., Matthew Crawford, dont nous avons parlé, disent que le contrepoint... Allez-y, parlez-nous de Crawford. Disent que le contrepoint le plus efficace à l'écran, c'est quoi? C'est le travail de la main. Voilà. Le travail de la main, c'est-à-dire travailler le bois, le fer, la terre, le carton, découper, faire d'un instrument de musique. C'est aussi une certaine forme de pratique sportive, faire du judo, etc. C'est-à-dire de se mettre en question autrement. L'écran, il inverse votre rapport à l'objet, comme disait Stigler. C'est-à-dire, quand vous lisez un livre, c'est vous qui ouvrez le livre et qui décidez quand vous le fermez. Quand vous ouvrez un écran, c'est vous qui ouvrez l'écran, mais c'est pas vous qui décidez quand vous le fermez. C'est lui. Parce que le principe de l'écran, c'est de surenchérir dans les effets pour vous attraper et vous vendre la pub qu'il y a derrière. Et donc, l'écran capte votre attention et vous dépossède de votre intentionnalité, c'est-à-dire de votre capacité de vous projeter sur l'objet. Ce que montrent bien les chercheurs, c'est que le travail de la main, c'est l'inverse. Ça crée ce qu'on appelle un dispositif attentionnel, c'est-à-dire ça recrée de l'attention. D'ailleurs, vous pouvez essayer, hein. Moi, c'est mon cas. Quand je suis en train de réparer ma chasse d'eau, j'entends pas mon téléphone. Et tout le monde est pareil. Les seuls moyens de nous faire décrocher, c'est de nous investir par la main et d'être dans une position qui est l'inverse de celle où l'écran siphonne notre esprit, qui est la position où c'est nous qui entrons en relation avec l'objet et qui éprouvons aussi la résistance de l'objet. Le bois, il résiste, hein, il fait pas ce que je veux. Eh ben, le savoir résiste. La théorie d'Einstein, ça résiste aussi. Et donc, quand Crawford, qui est
à mi-temps prof de philo dans une grande université américaine et pour l'autre mi-temps réparateur de motocyclettes dans le garagiste de son quartier. C'est un des rares profs de philo qui a ce double mi-temps. Hein. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Quand Crawford écrit que notre système scolaire a délégitimé tout ce qui était le travail de la main au moment où précisément se développe une série de surstimulations psychiques qui sont là pour capter les esprits et non pas pour créer des dispositifs d'attention et de réflexion, on fait fausse route. Merci beaucoup, Philippe Mérieux, pour toutes Attendez, ces... non. Encore Ah. Bon, non. La dernière. Non, simplement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Je ne suis pas pour qu'on fasse que du travail de la main à l'école. Je suis pour qu'on essaye. Alors, je ne suis pas partisan que le système finlandais soit importé en France. Je pense qu'il n'est pas applicable en France pour des tas de raisons institutionnelles. En revanche, il y a en Finlande quelque chose de très chouette, c'est que de l'entrée au CP jusqu'à la terminale, les garçons et les filles ont tous 2 demi-journées de travail manuel, une demi-journée consacrée pour tous garçons et filles à la mécanique, à la menuiserie, à l'ébénisterie, etc. Une demi-journée consacrée à la couture, à la cuisine et aux arts de la maison. Eh bien, je trouve qu'il y a là quelque chose de très sain et que toutes les évaluations internationales, y compris celles que je désapprouve comme PISA, donnent comme étant particulièrement efficaces sur la socialisation et sur la réflexivité. Voilà, je m'arrête là. Merci Philippe Mérieux. Bon, on a de quoi réfléchir. La soirée touche maintenant à sa fin. Donc comme vous l'avez certainement compris à travers Laurence, Camille, Aurélie, Serge, Philippe, vous venez d'avoir accès aux briques qui m'ont permis de construire le raisonnement qui se déploie dans le livre. Vous avez aussi, enfin, je l'espère, noté l'attention accordée à la forme de cette soirée. Le son, la lumière, la magie, le théâtre de haut vol. Bref, en bon ruffiniste, je cherche à ne pas assécher la réflexion. Bien au contraire, nous pensons qu'il faut l'animer et la rendre amusante et populaire. Cette recherche, j'espère que vous en sentirez aussi la présence dans l'écriture. Et que même si vous lisez d'abord pour comprendre ou pour analyser, vous serez parfois ému, parfois touché, et que mes mots parleront autant à vos cerveaux qu'à vos cœurs. Pour conclure, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote qui résume l'essentiel de ce que vous allez trouver dans le livre. Quand je faisais les recherches, j'ai été voir un historien, un communiste, membre de la direction du PCF dans les années 70, Monsieur Claude Lelièvre. Les intellectuels au plateau seront d'accord avec moi pour dire que c'est un peu un patriarche de la question scolaire. Une espèce de représentant du Conseil des sages. Donc j'ai été chez lui, à Amiens. Quelle belle ville. Donc à Amiens, Monsieur et Madame Lelièvre ont une vieille et belle maison près du cirque, avec de véritables vitraux authentiques que les guerres n'ont pas soufflés et dont ils sont très fiers. Monsieur Lelièvre m'a assis dans sa cour, m'a offert un café, des gâteaux, puis il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Mais votre livre là, vous voulez qu'il se vende ?» J'étais penaud. Avec mes brouillons à la main, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc bêtement, j'ai lâché un « Oh ben oui, tant qu'à faire, oui !» Il m'a relancé. Mais vous savez que si vous écrivez du positif, ça ne se vendra pas. En France, sur l'école, il ne se vend que des brûlots. Alors rassurez-vous, j'ai compris le conseil du sage dans le bon sens. Il n'y a pas de school bashing dans le livre. Et puis, je pense que ce qu'il voulait me dire, c'était juste essentiel. Nous ne partons pas de rien. Nous avons, déjà là, une école formidable. Quand on vous dit « tout va mal, tout est foutu, l'école est en morceaux », rappelez-vous qu'en France, il y a presque 900 000 profs qui ne sont pas si mal formés que ça, qu'il y a des bâtiments, du centre de Paris au faubourg de Schottigheim, des administrations qui assurent la logistique de cet immense ministère, et même plus encore que tout ça, il y a notre histoire, il y a la philosophie, ouverte et tolérante qui charpente l'éducation nationale. Cette histoire, cette pensée, elle regorge de solutions à nos problèmes, des solutions qui sont là, juste devant nous. Et enfin, cerise sur le gâteau, il y a toute cette énergie, cette passion pour l'éducation,
Cet amour pour les enfants qui anime tous ces profs qui chaque année se relancent dans une nouvelle galère avec une nouvelle classe et qui arrivent, qui remportent des petites victoires. Et les jeunes, ces milliers de jeunes qui rejoignent l'éducation nationale. Est-ce qu'au fond, l'énergie que nous cherchons, est-ce qu'elle ne serait pas juste là, juste devant nous? Bien sûr que si. Il n'y a qu'à attiser le feu. Et la ligne du livre, c'est justement de s'appuyer sur ce déjà-là. La ligne du livre, c'est de bâtir un étage supplémentaire qui colle à l'architecture de la maison scolaire. Alors, quand j'ai expliqué à Monsieur Lelièvre cette intuition, car à l'époque, la base du livre, ce n'était rien de plus qu'une intuition assez simple, l'idée de rajouter une troisième vocation au métier d'enseignant, de refaire un coup des républicains, en se servant de la passion de la jeunesse pour le vivant et l'écologie. Alors, à ce moment-là, il m'a dit, c'est intéressant votre truc. Contrairement au Rassemblement national, qui regarde derrière, qui est dans le passé, qui râle, c'était mieux avant, les enfants n'apprennent plus rien. Vous proposez une vision politique qui regarde vers l'avenir, qui se tourne vers le futur. Alors, si au hasard de la famille, des rencontres, d'une balade, d'un repas, vous deviez croiser un jeune qui a au fond de lui l'envie de faire un monde plus vert, plus juste, et si d'aventure, il ou elle pense à le faire en s'engageant dans l'éducation nationale, alors ne ratez pas votre chance. Encouragez-le, ce jeune. Dites-lui que c'est un beau métier, qu'il a du courage et que ce qu'il veut faire, c'est beau et c'est grand. Et arrêtez-vous de chercher. Oui, ne cherchez plus. C'est bon, il est là. Vous l'avez trouvé. Là, il est devant vous. Vous venez juste de trouver un de ces profs perdus. Magie.